Bonsoir à tous, bonsoir les amis, bienvenue sur Direct Citoyen et Easynomics pour ce nouveau débat. Alors tout d'abord, bonne année, meilleurs vœux pour ceux qu'on n'a pas revus depuis la dernière émission qu'on a eue en décembre. Donc nouvelle émission du cycle de débat L'économie easy, même si on va parler de beaucoup de choses ce soir autres que l'économie. Je remercie toutes les personnes qui nous ont rejointes, qui vont nous rejoindre sur le direct. Je les invite bien sûr à s'abonner, à partager et à réagir aux propos de notre intervenant de ce soir, François-Xavier Bellamy. Je remercie bien évidemment Nathan et Elias et l'équipe d'Easynomics qui a participé avec moi à la préparation de cet événement. Je remercie aussi Arnaud, le collaborateur de François-Xavier Bellamy, qui a permis cette rencontre ce soir. Et je laisse la parole à Nathan pour quelques propos avant de laisser la parole à notre invité. Tout à fait. Bonsoir, Monsieur Bellamy. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On voulait revenir avec vous sur votre vision de l'Europe, sur votre vision aussi du plan de relance européen sur lequel vous êtes beaucoup exprimé, notamment sur l'endettement qu'engendrait en fait ce nouveau plan de relance européen pour nos pays, sur la crise du Covid, également la réponse européenne, et plus globalement sur votre mandat de parlementaire. Donc peut-être on peut vous laisser quelques mots justement pour peut-être vous présenter un petit peu, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, même si on pense que beaucoup vous connaîtront avec nous, et puis peut-être justement introduire sur votre vision de l'Europe et sur votre vision du plan de relance européen qui a été voté en fin d'année 2020. Bonjour à tous. D'abord, merci infiniment pour votre accueil, pour votre invitation. C'est une joie de pouvoir échanger avec vous. Bonne année à chacun de ceux qui suivent cet échange. Et puis, bien sûr, j'espère que ce moment sera l'occasion d'approfondir ces questions qui sont d'un abord peut-être un peu technique, mais qui engagent vraiment notre avenir. Et je pense que c'est fondamental qu'on puisse se pencher ensemble sur les grands enjeux européens du moment. Alors, vous m'avez demandé de vous parler spécialement du plan de relance. Je ne voudrais pas être trop long parce que le plus intéressant, c'est qu'on parte de vos questions, de vos réflexions, des idées que vous voudrez partager. Je vous donnerai simplement mon point de vue de manière très synthétique sur ce plan de relance. La décision a été prise en juillet dernier au Conseil de financer par un emprunt européen un plan de relance face à la crise actuelle du coronavirus et aux conséquences des mesures sanitaires qui ont été mises en œuvre dans de très nombreux pays d'Europe. De fait, on voyait bien que l'Europe était attendue, notamment pour témoigner sa solidarité aux pays les plus touchés par la crise, en particulier aux pays du Sud. Je pense à l'Italie, l'Espagne, mais aussi la France, dont les économies sont en très grande difficulté et qui partaient déjà d'une situation financière relativement dégradée. Au tout début de la pandémie, l'Europe n'avait pas été au rendez-vous et ceci avait créé un très fort mouvement de ressentiment envers l'Union européenne. On se souvient notamment des maires italiens qui brûlaient les drapeaux européens au fronton de leur mairie au tout début de la crise du coronavirus en ayant le sentiment d'avoir été abandonnés par l'Europe face à la crise qui les avait touchés en premier de plein fouet. Et il a fallu, du coup, pour rattraper le coup, j'allais dire, que l'Europe puisse se montrer présente face à la crise économique, et c'était l'intention de ce plan de relance européen. On peut saluer, disons, le positif, on peut saluer la volonté d'une solidarité européenne. Je pense que l'Europe a un sens, elle a un sens notamment parce que dans le monde dans lequel nous sommes, qui est un monde de crise et de tension, il est fondamental que des pays qui ont en commun un espace, un territoire, mais aussi une civilisation, soient à la hauteur des principes dont ils ont hérité et qu'ils réagissent ensemble. On parlera peut-être de bien d'autres défis mondiaux, mais qu'ils réagissent ensemble à ces défis auxquels ils doivent faire face en même temps. Cette solidarité, donc, elle a évidemment quelque chose de positif. Mais une fois qu'on a dit ça, pour ma part, je vois beaucoup de critiques à adresser à ce plan de relance et je vais essayer d'être le plus clair possible sur les enjeux. D'abord, ce plan, je le disais, il est financé pour la première fois par l'emprunt. La Commission européenne n'avait jamais emprunté sur les marchés. Elle était tenue jusque-là à un budget à l'équilibre. Ça veut dire qu'elle devait mettre en face de ses dépenses des recettes, et ces recettes, ce sont essentiellement les contributions nationales. Ce budget à l'équilibre est évidemment une contrainte, mais en même temps, c'était le principe d'une Commission européenne qui n'est d'une certaine manière que la délégataire des compétences qui lui sont transmises par les États membres. La Commission n'avait pas le droit d'aller, du coup, emprunter en son nom propre sur les marchés. Et pour la première fois, elle va le faire, en tous les cas, pour être très précis, pour la première fois, avec ce montant, 750 milliards d'euros donc pour cet emprunt. C'est évidemment un pas en avant assez décisif et il faut reconnaître à Emmanuel Macron
que son insistance pour avancer vers un budget de la zone euro, qui jusque-là n'avait rencontré aucun succès, a fini par obtenir un vrai pas en avant avec ce moment d'intégration européenne renforcée. Qui dit emprunt commun dit en effet solidarité budgétaire. Mon premier reproche à l'égard de ce dispositif, c'est qu'on a signé pour un emprunt sans signer pour les modalités de son remboursement. Et c'est toujours une très grande facilité. On a décidé que cet emprunt, on commencerait à le rembourser dans 7 ans, au moment de la prochaine programmation du budget pluriannuel de l'Union européenne. Mais dans 7 ans, aucun des chefs d'État et de gouvernement qui étaient autour de la table du Conseil en juillet dernier ne sera plus en fonction. Et donc, il est clair que ceux qui ont décidé cet emprunt sont d'une certaine manière coupables, je crois, et j'emploie le mot à dessein, d'avoir validé un emprunt dont on ne sait pas comment on le remboursera, dont les modalités du remboursement sont susceptibles de créer des fractures très importantes entre les pays européens, et ils ont d'une certaine manière signé pour la partie facile du travail, c'est-à-dire faire pleuvoir sur l'Europe 750 milliards d'euros, sans assumer la partie difficile du travail, qui est celle de dire comment on va rembourser l'emprunt. C'est un peu comme si vous alliez chez votre banquier et que vous souscriviez à un prêt, mais sans parler des modalités d'échéance. Évidemment, le banquier serait très populaire, mais en même temps, il serait totalement irresponsable. Il est normal que quand vous décidez de vous endetter, vous assumiez la question de savoir comment vous allez rembourser. Alors on nous dit, ne vous inquiétez pas, on va créer de nouvelles ressources propres. Par exemple, la taxe carbone à l'entrée du marché unique sera la ressource propre qui permettra de rembourser cet emprunt. Pour créer cette taxe carbone autour du marché unique, on y reviendra peut-être, je crois qu'il faut absolument un soutien fort. Moi, je suis pour. J'ai défendu pendant toute ma campagne l'idée de la barrière écologique, c'est-à-dire l'idée de faire en sorte que les produits qui sont importés sur le marché européen aient à subir les mêmes contraintes que ceux qui sont produits sur le marché européen. Donc, il y a évidemment, je crois, une évolution nécessaire. D'ailleurs, un vrai pas en avant, une vraie rupture historique, une authentique révolution sur la scène européenne aurait consisté à obtenir un consensus sur l'idée de la taxe carbone à l'entrée du marché unique. On a préféré choisir la voie de cet endettement qui, en fait, ne règle pas le problème fondamental et qui laisse ouverte la question du remboursement. Cette taxe carbone, aujourd'hui, elle suscite des débats interminables et des oppositions très fortes de la part d'un certain nombre de pays, notamment les pays du Nord, qui sont des pays plutôt excédentaires commercialement et qui, a priori, sur le papier, n'ont évidemment pas intérêt à ce que le marché unique se referme ou en tous les cas à ce qu'on installe une barrière à l'entrée de ce marché unique. Donc, si vous voulez, on a, je crois, quelque chose comme une forme de déloyauté politique. On a signé pour un emprunt, on ne sait pas comment le rembourser. Et on s'est bien gardé d'expliquer aux Français d'ailleurs que cet emprunt, ça n'était pas de l'argent gratuit, ça n'était pas de l'argent magique, qu'il allait bien falloir faire face un jour à la charge de cette dette et que ça se ferait en créant de nouvelles ressources propres, soit d'une certaine manière des impôts européens. C'est aussi d'ailleurs, je le dis très simplement, un enjeu qui n'est pas seulement technique ou budgétaire, c'est un enjeu politique, un enjeu même démocratique absolument majeur. Il est fondamental que les citoyens n'aient pas le sentiment que l'Europe se construit dans leur dos et qu'elle va d'une certaine manière vers une intégration renforcée sans qu'ils aient été consultés. C'est le point qui me paraît crucial. Le deuxième élément, c'est que 40 milliards d'euros, plus exactement 750 milliards d'euros vont être répartis dans les différents pays européens. Pour la France, ce sera 40 milliards d'euros, 40 milliards sur 3 ans. Finalement, 40 milliards sur 3 ans, ça n'est pas un game changer, pardonnez-moi l'anglicisme. On sait que la crise du Covid aura coûté au bas mot 120 milliards d'euros à la France sur la seule année 2020. 40 milliards d'euros sur 3 ans, ce n'est pas ce qui va produire le déclic indispensable pour pouvoir relancer notre économie. C'est d'une certaine manière une mauvaise réponse à une vraie question. La vraie question, c'est comment faire pour relancer nos économies. La mauvaise réponse, c'est d'apporter 40 milliards supplémentaires, alors même que par ailleurs, disons-le, aucun des États membres de l'Union européenne n'a aujourd'hui de difficulté à se financer sur les marchés de manière immédiate. Pourquoi aurait-on besoin de la Commission pour emprunter à notre place, alors que, comme le dit le gouvernement français lui-même, jamais nous n'avons emprunté avec des taux si bas et jamais nous n'avons eu autant de facilité à lever de l'argent sur les marchés pour financer la dette française. Donc, en fait, c'est un jeu d'écriture. On va transférer à la Commission européenne une partie de l'endettement qu'on ne souscrira pas nous-mêmes. C'est comme ça que le président de la République l'a lui-même présenté aux Français en juillet dernier. Ce jeu d'écriture me paraît être totalement décalé par rapport aux enjeux économiques réels auxquels nous devons faire face aujourd'hui. Pour tout dire, je crois que
il y avait une vraie question qui était comment l'Europe aide les États à sortir de la crise. Il y a, je crois, une mauvaise réponse qui est ce plan de relance, qui est une forme d'évolution fédéraliste qui préfère ne pas dire son nom, qui crée plus de problèmes à moyen terme qu'elle ne va pouvoir en résoudre et qui finalement peut être le point de départ, à mon avis, d'une forme de désamour démocratique encore accru des Français à l'égard de l'Europe. Très clair, merci beaucoup pour un petit peu cette première approche du plan de relance. Du coup, on comprend bien vos arguments. On voit même d'ailleurs qu'en soi, la France est plutôt perdante par rapport à un emprunt qu'elle aurait consenti par elle-même, puisque la France va toucher en réalité moins en subventions que ce qu'elle va devoir rembourser sur le plan de relance. Donc, il y a en tout cas, je dirais que le coût politique prédomine un peu dans ce plan de relance. En fait, la question que je voulais vous poser, c'est que on a un peu l'impression qu'aux Républicains, enfin, en tout cas, ce que vous avez défendu aux Européennes par votre liste, c'est une vision, la vision de l'Europe des nations, qui porte des projets, des associations de nations qui portent ces projets ensemble. Est-ce que vous n'êtes pas pris un peu en étau entre, d'un côté, on va dire, l'optique un petit peu expansionniste d'un point de vue européen d'En Marche avec éventuellement l'horizon fédéraliste, et de l'autre côté, des partis qui sont plus réfractaires sur l'Europe, qui vont aller jusqu'à, par exemple, revenir, on ne sait pas vraiment ce qu'ils proposent, ils ne sont pas très clairs là-dessus, ils sont moins clairs que vous, mais qui vont quasiment jusqu'à proposer des retours sur la monnaie unique. Est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression que finalement, sans convaincre les pro-européens et sans convaincre les eurosceptiques, finalement, bah, vous êtes dans une position d'entre-deux que vous avez un peu du mal à tenir? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais... Vous avez tout à fait raison, c'est un vrai défi. J'ai aucune difficulté à le reconnaître. Hein. C'est un vrai défi de réussir à faire entendre notre ligne politique. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, tout le monde s'est mis à la copier. Et vous avez parfaitement raison de l'affirmer. Moi, c'est ça qui me frappe le plus, en fait, dans ce qui est en train d'arriver sur le plan du débat européen. Emmanuel Macron, quand il a été élu en 2017, a fait sa campagne, il faut lui reconnaître un certain panache, avec un engagement pro-européen revendiqué et résolu. Et il affirmait à l'époque que la souveraineté européenne était notre avenir parce que nous vivions dans une époque où la souveraineté nationale n'avait plus de pertinence, que la nation n'était pas à l'échelle des défis de l'avenir et que nous devions accepter de transférer le maximum de notre souveraineté de l'échelle nationale à l'échelle européenne. Cette formule est une citation d'Adrien Taquet, qui était le responsable du pôle idée d'En Marche. Voilà, transférer un maximum de souveraineté de l'échelle nationale à l'échelle européenne. C'était une vision fédéraliste absolument assumée. Et moi, vous voyez, j'aime la démocratie, j'aime les gens qui assument leur position, et je n'en veux pas à Emmanuel Macron d'avoir défendu cette idée. Je crois qu'au contraire, elle permettait de stimuler le débat. Ça n'est pas du tout ma vision, mais c'était une chance de vivre un dialogue ouvert sur les sujets européens. Pendant la campagne européenne, il ne restait plus rien de cette perspective. Et dès le début de la crise du coronavirus, on a même vu Emmanuel Macron changer radicalement de braquet. Pendant la campagne européenne, l'idée de transférer la souveraineté nationale à l'échelle européenne avait disparu. Et depuis que la crise du coronavirus a commencé, Emmanuel Macron nous explique maintenant que c'est la nation qu'il faut retrouver, que le sujet de la souveraineté nationale est un sujet désormais central. Et lui qui expliquait en 2017 que le protectionnisme, c'est la guerre, c'est une citation d'un de ses meetings, maintenant nous dit dans son allocution télévisée au moment de la crise du coronavirus pour annoncer le premier confinement que transférer à d'autres pays le soin de produire notre alimentation ou les biens nécessaires à notre santé a été une folie. C'est le même Emmanuel Macron, avec une plasticité idéologique incroyable, qui se fait maintenant quasiment le défenseur d'une forme de protectionnisme. On l'a vu encore tout récemment avec le dossier de Couche-Tard et de Carrefour, où au fond, on a eu une réaction, on peut dire, très, très, très chauvine finalement de l'État qui a empêché la fusion. Du côté du Rassemblement national, c'est exactement la même histoire. Le Rassemblement national, il faut vous en souvenir quand même, avait organisé une soirée de célébration pour fêter le Brexit et expliquait que le Royaume-Uni était en train d'ouvrir la voie pour que le peuple français retrouve lui aussi sa liberté en sortant de la prison de Bruxelles. Au moment de l'élection européenne, il ne restait plus rien de ce discours. Adieu Frexit, adieu sortie de l'euro, tout cela avait disparu. Et finalement, on a vu aussi bien En Marche que le Rassemblement national venir défendre la ligne que nous, pour le coup, nous avons toujours portée, que moi, en tous les cas, j'ai toujours regardé comme étant la mienne. Je crois que la coopération européenne a du sens dans le monde dans lequel nous sommes. Je n'ai jamais cru, contrairement au Rassemblement national,
que nous avions beaucoup à gagner à faire exploser le travail européen. Je pense qu'il faut réorienter en profondeur l'Europe pour qu'elle puisse faire la preuve de son efficacité et ainsi retrouver la confiance des citoyens. Et c'est ce qui me distingue aussi de la ligne qu'avait défendue Emmanuel Macron. Je ne crois pas du tout à cette illusion fédéraliste dans laquelle l'Europe s'est piégée elle-même, bien plus qu'elle n'a réussi à se construire véritablement. Et donc, je suis d'accord avec vous. C'était compliqué pour nous de défendre notre ligne quand tout le monde se mettait à la copier. Et ça a été difficile, d'autant plus qu'on vit, si vous voulez, c'est vrai, dans un monde, et ça c'est une réflexion quasiment philosophique que je partage avec vous, mais on vit dans un monde assez préoccupant pour la démocratie, où la nuance est impossible et où, au fond, il semble que la pensée se résume à des slogans. Il faudrait être pour ou contre l'Europe, il faudrait dire oui ou non, il faudrait être dedans ou dehors. Moi, je crois que la question européenne est une question qui appelle bien plus de nuances, qui suppose qu'on rentre dans le fond des sujets. Je ne crois pas un seul instant que l'Europe puisse devenir un super-État qui remplacerait les États. Je crois que la démocratie suppose un référentiel commun, elle suppose une langue commune, elle suppose une culture commune. Je pense qu'elle suppose un démos, c'est qu'il n'y a pas de peuple européen, il y a des peuples en Europe qui, avec leur diversité, font la richesse de ce continent uni par une civilisation commune. Et je pense que le modèle propre de l'Europe, c'est justement cette unité dans la diversité, c'est sa devise, c'est-à-dire le fait que des démocraties nationales s'associent pour construire ensemble les conditions de leur autonomie dans le monde qui les entoure, de manière à pouvoir garder chacune leur souveraineté nationale, leur souveraineté démocratique. Et ça, évidemment, c'est une vision qui suppose de se confronter à la complexité du réel plutôt que de proclamer des simplismes trop faciles. Ça a été aussi, c'est vrai, une difficulté de la campagne européenne. Mais ça ne m'empêche pas de rester fidèle à la ligne que je défends et ça ne m'empêchera pas d'y travailler parce que je crois que c'est la seule qui soit vraiment valable et cohérente dans le temps. Alors, on salue tous les amis qui nous ont rejoints sur le direct. On les invite bien évidemment à partager, à réagir et à s'abonner aux pages Facebook Direct Citoyen et Isinomix. Petite question pour le coup, pour rebondir sur ce que vous dites. Vous avez parlé de l'illusion fédéraliste d'En Marche et de tous ceux qui sont un peu autour. Mais est-ce qu'il n'y a pas en face justement un danger populiste qui apparaît? Puisqu'on voit qu'avec cette crise du Covid, la confiance dans les institutions et notamment dans l'Europe, on parlera un peu plus tard après la gestion de la crise du Covid par l'Europe, même s'il y a eu beaucoup d'argent sur la table, on voit que ça a été quand même très lent au démarrage, ce danger populiste et notamment le risque par rapport à votre famille politique républicaine. On sent que certains sont parfois tentés vers un discours de plus en plus souverainiste, de plus en plus nationaliste. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de contradiction, de danger que vous voyez? Vous parliez tout à l'heure de menaces démocratiques. Est-ce qu'on n'est pas aussi en interne, dans les partis politiques, vous n'avez pas cette contradiction qui risque, dans les prochaines années, dans les prochains mois, de poser problème? Oui, moi, j'ai du mal à considérer que le danger aujourd'hui, ce soit le populisme. Le danger, c'est la crise économique majeure dans laquelle on est en train de s'enliser. Le danger, c'est la situation de fracturation profonde de nos sociétés liée à l'échec total de l'intégration et à la difficulté que représente le fait que nous n'avons pas su reconstruire l'unité de nos nations dans un monde où les flux migratoires n'étaient pas réellement maîtrisés. Le danger, c'est le fait que la faillite éducative que notre pays connaît constitue une blessure profonde dans la promesse méritocratique de la République et laisse des centaines de milliers de jeunes chaque année en très grande difficulté dans la maîtrise des savoirs les plus fondamentaux pour préparer leur avenir. Le danger, c'est tout ça. Et le populisme, c'est le symptôme, ça n'est pas le danger. Le populisme, c'est le symptôme d'une forme de désespérance. Ce qu'on appelle le populisme, parce que j'ai toujours trouvé ce mot peut-être une facilité intellectuelle, en tous les cas, c'est très difficile de donner de ce terme une définition très, très précise. Mais ce qu'on appelle le populisme, et je reconnais bien volontiers l'ampleur de la défiance qui monte à l'égard des institutions démocratiques et qu'on désigne souvent par ce mot, ce qu'on appelle le populisme est le symptôme du désespoir démocratique dans lequel beaucoup de citoyens de notre pays, comme du monde occidental, sont en train de s'enfermer d'une certaine manière. Et bien sûr qu'il faut vaincre ce désespoir. Bien sûr qu'il faut reconstruire la confiance. Bien sûr qu'il faut reconstruire les moyens d'une conversation démocratique apaisée, civilisée, dans laquelle nous puissions partager nos désaccords sans nous regarder les uns les autres comme des ennemis.
Tout cela est absolument nécessaire et même urgent si nous voulons éviter de voir ressurgir le spectre de la violence. Je rejoins totalement votre sentiment sur le moment de crise profonde que nous traversons aujourd'hui. Mais je crois qu'on ne combat pas le populisme en combattant le populisme. Je crois qu'on ne fait pas reculer la défiance en l'insultant. Je pense qu'on combat le populisme, si vous voulez, je pense qu'on s'attaque à la défiance si et seulement si on arrive à redonner aux gens des raisons de faire confiance. La confiance, ça ne se décrète pas, ça ne s'impose pas, ça ne se prescrit pas comme une obligation morale. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas interdire aux gens d'avoir des doutes, vous ne pouvez pas leur interdire d'être populistes, vous ne pouvez pas les empêcher d'avoir perdu confiance, vous ne pouvez pas les obliger à retrouver confiance. Même vous, si vous vouliez vous obliger à avoir confiance en quelqu'un ou en quelque chose en quoi vous n'avez pas confiance, vous n'y parviendriez pas vous-même. Vous ne pouvez pas vous obliger vous-même à faire confiance. La vraie question qui se pose à nos démocraties aujourd'hui, c'est, et en particulier en France, comment reconstruire les conditions de la confiance? Comment faire en sorte que nos institutions puissent de nouveau mériter confiance? Et ça suppose de réfléchir à la manière dont se structure l'action politique aujourd'hui. Je pense qu'il y a un vrai sujet démocratique aujourd'hui, c'est clair. Il y a un sujet en particulier dans le fait que le pouvoir donne bien souvent le sentiment de ne pas avoir le pouvoir, de ne plus avoir le pouvoir. Et que si vous voulez, la démocratie est vidée de sa substance quand vous avez le sentiment que quel que soit le vote que vous faites, à la fin, tout se termine toujours pareil. Quels que soient les choix que vous exprimez, à la fin, vous suivez toujours la même pente. Je crois que l'Europe a vécu, par exemple, un très grand moment de fracture démocratique en 2005, au moment du traité sur la Constitution européenne, quand les Français ont eu le sentiment que leur non au référendum avait été purement et simplement ignoré ou contourné. C'était pour partie inexact, mais c'était pour partie vrai. Et il me semble que dans le fait que l'Europe se soit construite à ce moment-là, sans et contre l'avis des gens, il y avait le ferment d'une défiance très profonde qu'il est ensuite, à mon avis, totalement inutile de déplorer et qu'il est surtout totalement contre-productif d'insulter. La vraie question, encore une fois, ce n'est pas de regarder le populisme comme un danger, mais c'est de regarder le populisme comme le symptôme de notre inefficacité politique face aux dangers qui nous menacent et de réussir à reconstruire une action politique collective suffisamment efficace pour pouvoir nous protéger et nous redonner espoir, que le populisme devienne d'une certaine manière obsolète parce que la défiance n'existera plus et n'aura plus lieu d'être. Pour revenir un petit peu sur le programme que vous aviez fait à l'occasion des élections européennes, j'ai relu un petit peu les 75 grandes propositions que vous avez faites. Ce qu'on ressent dans votre vision de l'Europe, c'est donc cette vision un peu plus d'Europe des nations, justement, qui se dégage, mais on a un peu du mal à voir en fait quelle serait un peu, en fait, je dirais que vous, ce que vous dénoncez assez régulièrement en politique, c'est cette quête du mouvement perpétuel, cette quête de la réforme perpétuelle, sans doute à raison, mais est-ce que vous, parfois, vous avez peut-être pas le péché inverse, c'est-à-dire sur le plan européen, en fait, qu'est-ce que vous amèneriez vraiment de nouveau à cette Europe? Quel grand changement, c'est pas forcément un changement, mais en tout cas, quelle serait votre vision rêvée de l'Europe? Et par exemple, quels seraient les grands projets que vous pourriez mener dans cette Europe-là? En fait, c'est la question que je me suis posée en lisant votre projet. C'est peut-être pas quelque chose qui m'a parlé et qui, au contraire, peut justement susciter l'intérêt des électeurs. Oui, il me semble que le grand défi pour l'Europe aujourd'hui, c'est de repenser son rapport à la mondialisation. C'est, à mon avis, un sujet fondamental. L'Europe, si vous voulez, elle s'est construite dans un moment où les citoyens, où les opinions publiques, où les élites politiques pouvaient croire au rêve de la fin de l'histoire. Après l'effondrement du mur de Berlin, Francis Fukuyama avait publié ce livre très célèbre que vous avez peut-être eu l'occasion de lire, qui s'appelait La fin de l'histoire et qui consistait à démontrer que parce que le modèle soviétique s'était effondré, parce qu'il n'y avait plus de contre-modèle à la société libérale démocratique à l'occidentale, eh bien, l'histoire avait d'une certaine manière tranché et que le modèle libéral démocratique occidental, appuyé sur des institutions ouvertes et l'économie de marché, allait petit à petit s'imposer à la totalité de la planète. Et que, au fond, c'était la fin de l'histoire. Bien sûr, il resterait encore quelques péripéties à vivre,
quelques aventures et des nouvelles dans les journaux. On parlerait encore de l'arrivée du Vendée Globe qui se déroule en ce moment. Et tenez-moi au courant d'ailleurs si Charlie Dalling passe la ligne parce que je ne peux pas regarder en même temps. Mais bien sûr, il se passerait encore des choses comme ça. Mais il n'y aurait plus d'histoire au sens des péripéties tragiques de l'histoire humaine depuis que nous avons gardé la trace des conflits qui ont déchiré l'humanité depuis toujours. Au fond, on arrivait à un moment où, par le jeu de l'extension de la démocratie libérale et de ses mécanismes d'apaisement, par l'ouverture sécrétée par le commerce et la relation paisible qu'est le commerce créé entre les hommes avec l'interdépendance qu'il institue entre eux, on allait arriver à une espèce de conclusion, de conclusion des chocs et des heurts tragiques de l'histoire humaine. Et l'Europe s'est construite sur ce fondement. L'Europe, c'était l'autre nom de l'ouverture, c'était l'autre nom d'une forme de projection vers l'universel. C'était une croyance fondamentale dans les vertus du commerce, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'Europe est d'abord un marché unique. La direction générale la plus importante de la Commission européenne, c'est la direction générale de la concurrence, qui est chargée de l'application la plus efficiente possible des règles du marché unique pour favoriser, par le jeu de la concurrence, une interdépendance de plus en plus forte entre les pays européens et avec leurs partenaires commerciaux. En fait, l'Europe a péché par naïveté et elle n'était pas prête à voir revenir l'histoire. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est d'une certaine manière la fin de l'histoire, c'est le retour des crises. La crise du coronavirus l'a montré, mais aussi bien la crise terroriste et la menace nouvelle qu'elle fait peser sur la sécurité de nos sociétés. Et puis, bien sûr, les évolutions de ce monde de grande puissance qui ont réappris à parler le langage de l'affirmation. Je pense évidemment aux États-Unis et à la Chine et aux tensions entre ces deux blocs qui se font jour aujourd'hui. Dans ce contexte-là, il faut que l'Europe sorte de la naïveté. Et moi, je crois à cette urgence absolue. L'Europe s'est discréditée précisément par le fait qu'elle n'a pas voulu se protéger, qu'elle n'a pas voulu protéger les citoyens des pays européens face à ces menaces qui, je le crois, seront toujours le lot commun de l'histoire humaine, toujours. Alors, dans cette perspective, vous voyez, il faut une réorientation profonde de l'histoire européenne. Prenons par exemple la question du marché unique. Voilà. Si vous me demandez une réponse qui serait un peu emblématique de l'Europe que nous voulons, c'était justement cette barrière écologique. Au fond, quand vous produisez en Europe, vous devez faire avec les règles en matière environnementale les plus exigeantes du monde. Très bien. Nous croyons qu'il est nécessaire de préserver l'environnement, de protéger la planète, de rétablir le climat, tout cela est fondamental. Mais comment se fait-il alors que nous ayons ouvert notre marché à toutes les importations, quelles qu'elles soient, sans faire peser sur ceux qui importent en Europe les mêmes règles que sur ceux qui produisent en Europe? Au fond, c'est ça le vrai grand scandale, c'est ça le vrai grand drame. C'est ça qui a d'ailleurs discrédité l'Europe pour beaucoup de citoyens de manière très concrète. Vous êtes un agriculteur européen, eh bien il y a un lot très important de substances chimiques qui vous sont interdites. Vous n'avez pas le droit de cultiver en utilisant ces substances. Et c'est parfaitement normal parce que nous tenons à la santé. Mais comment se fait-il ensuite que nous importions sur le marché européen des produits agricoles qui sont développés en utilisant les substances que nous interdisons à nos propres agriculteurs? Ce faisant, nous fragilisons nos économies et, par la même occasion, nous donnons un avantage concurrentiel complètement naïf et absurde à des produits qui ne respectent pas nos règles. Et donc, en fait, cette Europe de la naïveté, cette Europe-là, elle s'est discréditée aujourd'hui parce qu'elle n'a pas réussi à s'affirmer. Nous n'avons pas réussi à dire, par exemple, dans nos dialogues commerciaux avec les autres parties du monde, nous avons évidemment le plus grand marché du monde et vous avez envie de venir commercer chez nous, très bien, mais désormais vous le ferez en respectant nos principes, en respectant nos standards, en respectant nos valeurs, parce que, y compris sur le plan, par exemple, des principes démocratiques, nous avons un certain nombre d'exigences. J'en prends un exemple tout simple. L'Europe vient de signer, avec la bénédiction d'Angela Merkel et d'Emmanuel Macron, un accord d'investissement avec la Chine, alors même que nous savons le caractère dramatique de la politique chinoise aujourd'hui vis-à-vis des Ouïghours ou bien vis-à-vis de ses propres voisins. Nous savons les menées agressives qu'elle conduit actuellement en mer de Chine. Nous connaissons la manière dont la Chine se comporte et notamment nous savons qu'elle a recours malheureusement au travail forcé. Tout cela, nous le savons. Et nous n'avons même pas réussi à obtenir que la Chine s'engage d'une manière claire sur la question du travail forcé. Nous avons signé cet accord avant même qu'elle ait ratifié les conventions de l'Organisation internationale du travail sur ce sujet-là, ce qui veut dire que
nous avons beau avoir de grands principes et les imposer à ceux qui produisent en Europe, nous mettons les producteurs européens en concurrence avec des producteurs chinois qui, eux, évidemment, n'ont bien sûr pas les mêmes règles à suivre et donc qui peuvent produire à bien moindre coût. C'est une manière de trahison de nos valeurs morales, et j'allais dire que c'est aussi une manière de trahison de notre compétitivité économique. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'Europe n'est pas capable de jouer le jeu de la concurrence mondiale. Je crois que les entreprises françaises sont capables de faire des choses exceptionnelles. Et si vous les mettez en concurrence avec des acteurs qui n'ont pas les mêmes règles à respecter, écoutez, c'est comme en sport, hein, quand le terrain n'est pas plat, quand l'arbitre est pipé, eh bien, il est nécessaire que la meilleure équipe du monde soit vouée à perdre la partie. Et c'est un peu ce qui est en train d'arriver, évidemment, aux équipes européennes sur le terrain économique. Je crois qu'il y avait là, si vous voulez, dans la barrière écologique, dans la taxe carbone à l'entrée du marché unique, dans tout ce qu'on avait proposé, un levier formidable pour redonner de l'oxygène à nos entreprises, à nos industries, et puis aussi, bien sûr, un levier écologique absolument décisif, parce que nous savons très bien que ce n'est pas sur les bonnes intentions des acteurs mondiaux qu'il faut compter aujourd'hui pour évoluer positivement et devenir plus vertueux sur le plan écologique. Ce sera essentiellement avec des rapports de force que nous y parviendrons. Le marché unique que nous avons construit peut être un atout exceptionnel pour cela, un levier écologique absolument fabuleux, mais aujourd'hui, il n'est qu'une proie facile, et c'est cette situation qu'il faudrait faire évoluer. Ce que vous dites est très intéressant, en fait, donne un peu l'impression qu'aujourd'hui, il y a un peu deux droites qui se distinguent, si on peut un petit peu, sans vraiment l'idée de créer des divisions qui n'existeraient pas, mais je dirais qu'il y a quand même deux droites un peu qui se distinguent. On a une droite plus libérale que ce soit économiquement, favorable au libre-échange, favorable justement à aussi libéral justement dans l'abaissement des réglementations, des contraintes, libéral aussi sur le plan des mœurs. Elle est assez incarnée par Emmanuel Macron aujourd'hui. Et puis, il y a une droite plus conservatrice, sans vouloir vous imposer ce mot, mais en tout cas conservatrice dans le sens où elle va, en tout cas, tenter davantage de protéger l'existant, protéger les frontières, protéger justement les normes écologistes. Et en fait, est-ce qu'au sein de la droite, il n'y a pas un petit peu une contradiction entre ces enjeux écologistes que vous pouvez tenter de défendre et qui sont impératifs de défendre et qui, en fait, vont très bien avec votre vision un petit peu heideggerienne de la technologie, c'est-à-dire de la technique, c'est-à-dire une vision assez sceptique, justement sceptique, sans vouloir trop la qualifier. Est-ce que vous n'avez pas d'un côté cette proportion plutôt pro-business, favorable justement au marché, et dans le même temps, en fait, cette vision plus conservatrice de la société? Et en fait, est-ce que ces deux visions ne sont pas en contradiction dans votre pensée politique, tout simplement? Je ne sais pas si vous comprenez bien ma question, mais j'ai l'impression que c'est une contradiction qui sous-tend la droite et en fait qui crée aussi des divisions potentielles au sein de votre camp. Alors, moi, ce qui me frappe, c'est au contraire le fait qu'au sein de la droite, il y a bien moins de divisions qu'il n'y paraît, je crois, dans la pensée politique. D'abord, pour reprendre les catégories que vous avez proposées, la vision que je décrivais à l'instant et qui effectivement est défendue par Emmanuel Macron, prenons par exemple la question de l'accord entre l'Union européenne et la Chine, cette vision-là, je ne la dirais pas libérale, pardon. Moi, je ne suis pas anti-libéral, bien au contraire. Comme je le disais à l'instant, mon but n'est pas de dire que nous devons nous mettre à l'écart du monde, nous enfermer entre quatre murs et nous laisser mourir à petit feu en marge de ce monde qui vit. Non, je crois encore une fois que nous avons un intérêt à échanger avec d'autres régions du monde, en particulier lorsque nous avons à partager des biens que nous ne savons pas produire nous-mêmes ou à faire bénéficier d'autres pays du monde de biens que nous savons produire et qu'ils ne peuvent pas développer. Tout ça est très réel. Non, en revanche, je crois que cette vision qui aujourd'hui a conduit par exemple à la signature de l'accord entre l'Union européenne et la Chine, ça n'est pas une vision libérale, c'est une vision naïve de la mondialisation. Et je ne confonds pas le libéralisme avec la naïveté. Le libéralisme, c'est l'idée de la compétition. C'est vrai, mais la compétition équitable, loyale, la compétition d'une certaine manière à armes égales. Les agriculteurs que nous rencontrons, pour revenir sur l'exemple de l'agriculture, ils ne nous disent pas les produits agricoles des autres régions du monde sont tellement meilleurs que les nôtres que nous devrions en être protégés pour pouvoir continuer de travailler. Ils nous disent qu'ils sont révoltés parce qu'ils voient arriver sur le même marché que le leur des produits de très mauvaise qualité, développés encore une fois sans respecter nos règles et nos standards, et qu'ils se sentent trahis, et ils ont de bonnes raisons de se sentir trahis, parce qu'on leur a interdit de recourir à certaines méthodes et qu'on autorise des importateurs
à accepter les mêmes méthodes. On peut prendre une infinité d'exemples, mais j'étais à La Réunion il y a quelques mois pour rencontrer nos amis d'outre-mer. J'ai échangé avec des producteurs de rhum réunionnais. Quand vous faites du rhum sur le territoire européen, et donc à La Réunion, vous n'avez par exemple pas le droit de rajouter du sucre dans la boisson. Vous n'avez pas le droit au sucre ajouté, vous n'avez pas le droit aux additifs, quels qu'ils soient, aux colorants, etc. Très bien. Et d'ailleurs, c'est une très bonne chose, parce que nous tenons à une certaine qualité de vie et nous croyons que quelque chose qui a une valeur culturelle aussi importante que le rhum doit s'appuyer sur des savoir-faire que nous entretenons depuis longtemps et ne pas tromper le consommateur avec des additifs qui sont de mauvaise qualité. Mais comment se fait-il alors que si la boisson que vous produisez, si vous rajoutez du sucre dedans, vous n'avez plus le droit de l'appeler rhum? Comment se fait-il alors qu'on importe du rhum d'Amérique du Sud, qu'on importe du rhum d'Afrique, qu'on appelle rhum, alors qu'il est bourré de sucre ajouté et de colorants? En fait, ce n'est pas du libéralisme, ça. Les producteurs de rhum à La Réunion ne nous disent pas nous sommes anti-libéraux, nous détestons la compétition, protégez-nous et défendez-nous avec un système soviétique. Non, non, ils nous disent, mais au moins qu'on puisse se battre à armes égales. Je vous donne cet exemple-là, mais je pourrais en donner des milliers dans tous les domaines, dans tous les secteurs, c'est la même histoire. Dans tous les secteurs, on a trahi nos producteurs et on les a mis en compétition avec des acteurs économiques qui ne respectent pas nos règles et qui avaient droit pourtant à la même considération. On aura, je crois, rarement vu dans l'histoire une construction politique abandonner à ce point la volonté de protéger ceux qu'elle est censée représenter, qu'elle a fini par protéger contre ses propres ressortissants et les qualités qu'ils avaient, ceux qui importaient chez elle. C'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc, je ne crois pas qu'Emmanuel Macron soit un libéral quand il défend cette vision de l'Europe. Je pense qu'il est, d'une certaine manière, naïf. Et il y a malheureusement beaucoup de cynisme dans cette naïveté, parce que ce qui conduit aujourd'hui nos dirigeants à signer un accord avec la Chine, alors que nous savons très bien que la Chine ne respecte de toute façon pas les engagements qu'elle prend, ce qui les pousse à signer cet accord, eh bien, ce sont des intérêts de très court terme, des intérêts très immédiats, qui, malheureusement, nous le savons très bien, à long terme, ne seront pas payants. C'est une stratégie évidemment perdante à long terme. Si nous n'affirmons pas, si nous n'assumons pas de défendre nos intérêts aujourd'hui, nous y gagnerons peut-être dans l'immédiat quelques marchés, quelques espaces, quelques occasions d'échange, mais à moyen et long terme, il est très évident que c'est la Chine qui y gagne. Et dans cet accord, malheureusement, y compris le monde économique qui regarde un peu loin au-delà de l'horizon de court terme, est capable de le mesurer et déjà de le dénoncer. Donc je ne me sens pas, si vous voulez, pour terminer sur ce sujet, je ne me sens pas pris entre... je ne me sens pas quelqu'un de droite, mais pas très libéral, qui s'inquiéterait. C'est pas tellement le sujet du libéralisme, en fait. Si on pouvait vivre une forme de libéralisme loyal, je pense que beaucoup de citoyens dans les pays européens en seraient très, très satisfaits. Après, on peut revenir sur la question du conservatisme, si vous voulez, de façon plus approfondie, mais ma réponse est déjà bien trop longue. C'est que justement, sur ce que vous dites, vous connaissez très bien le débat philosophique, donc je ne vais pas. Mais disons qu'il y a on va dire qu'il y a en tout cas cette coïncidence souvent qu'on voit entre le libéralisme, on va dire, sur le plan des mœurs et le libéralisme sur le plan, je dirais, du marché. C'est-à-dire que souvent, en tout cas, on a le sentiment que ce libéralisme sur le plan des marchés, etc., en fait, a aussi des répercussions sur tout ce qui va être des sujets sociétaux, puisque d'un point de vue, d'ailleurs, le capitalisme est d'une certaine façon une sorte d'alimentateur de ces sujets sociétaux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut s'acheter facilement, je ne sais pas, tel objet de consommation, etc., on va se dire pourquoi on ne pourrait pas acheter également par exemple, est-ce qu'on ne pourrait pas s'acheter un enfant, etc. En fait, on a toute une évolution de ce qui va être de l'ordre économique sur des sujets sociaux. Et du coup, vous qui êtes plutôt, imaginons, libéral sur des sujets économiques, est-ce que ça ne rentre pas en contradiction avec votre vision plus conservatrice sur des sujets sociaux? C'était un peu le sens de ma question. Alors c'est vraiment une très bonne question et évidemment une question très, très structurante aujourd'hui dans le débat politique. D'abord, je dirais qu'au fond, là encore, tout est affaire de signification des termes. Souvent, dans nos discussions, on a du mal à s'entendre parce qu'on ne donne pas le même sens aux mots qu'on emploie. Est-ce que nous vivons un moment de libéralisme avec les évolutions, disons, sociétales dont on parle? Moi, je ne crois pas.
D'abord, je pense que ces évolutions ne sont pas mues par le libéralisme. Et le premier symptôme que j'en vois, c'est qu'il est très difficile de les discuter. Aujourd'hui, si vous êtes contre la dernière révision des lois de bioéthique, si vous êtes contre, par exemple, l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, eh bien, vous aurez affaire à non seulement à une adversité très grande, mais aussi à une condamnation très vive et souvent à une condamnation morale. On vous expliquera que vous êtes un égoïste, un passéiste, un réactionnaire parce que vous êtes en train de vous opposer au progrès pourtant évident que représenteraient ces mesures. Et il y a là en fait un réflexe qui n'est absolument pas libéral. Un libéral connaît le caractère faillible de ses opinions. Un libéral aime la conversation. Un libéral reconnaît la nécessité du débat démocratique. Ces évolutions, me semble-t-il, se font de manière totalement antinomique à ces valeurs fondamentales de la discussion éclairée dans un modèle libéral. Je ne crois pas qu'elles soient mues par un véritable libéralisme. En vérité, elles sont plutôt mues par une évolution qui, vous avez raison de le dire, correspond à l'idée de l'extension indéfinie du domaine du marché. Et sur ce point, je vous rejoins parfaitement. Au fond, on est en train de vivre ce que Marx décrivait dans un texte de Genèse qui s'intitule « Misère de la philosophie ». Dans ce texte, Marx écrivait « vint enfin un moment où tout ce qui jusque-là pouvait être donné mais jamais vendu, tout ce qui pouvait être prêté mais jamais échangé, tout ce qui pouvait être offert et jamais consommé, tout amour, amitié, vertu et la vie humaine elle-même, où tout enfin passa dans le commerce. » Et je pense que cette formule qui est écrite par Marx au passé décrit très bien ce que nous sommes en train de vivre et ce qui constitue notre avenir. Tout passa dans le commerce. C'est-à-dire que rien ne doit être indisponible. C'est un philosophe marxiste contemporain qui s'appelle Hartmut Rosa. Je ne sais pas si vous connaissez son œuvre, qui a écrit un ouvrage passionnant qui s'appelle Accélération. Et son dernier ouvrage, j'en parlais ce matin avec un collègue parlementaire européen qui siège dans le groupe de la France Insoumise. On partage un intérêt commun pour cet auteur. Son dernier ouvrage s'appelle « Rendre le monde indisponible ». Hartmut Rosa dit que rien n'est plus important que de faire en sorte que certaines choses, que certains biens restent hors de notre disposition, et notamment ne soient pas à disposition de la toute-puissance de l'argent. Aujourd'hui, tout nous est disponible, mais c'est peut-être ce qui fait que le monde est devenu, d'une certaine manière, c'est peut-être ce qui a créé tant de déséquilibres dans le monde et ce qui nous a d'ailleurs engagés dans de telles frustrations, paradoxalement, que tout est justement à portée de notre main pourvu que nous puissions payer. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une évolution qui, je crois, n'est pas du tout libérale, mais qui est en réalité bien plus l'évolution mercantiliste, qui consiste à vouloir que tout puisse être absorbé dans le domaine du marché. Et je suis frappé, d'ailleurs, je le dis en passant, de ce que peut-être certains de nos auditeurs sont-ils de sensibilité plutôt de gauche, mais je leur dis très simplement, comment se fait-il que des gens de gauche souscrivent à cette extension indéfinie du domaine du marché, y compris par exemple à travers la procréation? Dans la dernière évolution des lois de bioéthique, on voit que la vie humaine, comme le prédisait Marx, peut devenir de nouveau l'occasion d'un contrat. Et je pense qu'il n'y a pas de progrès là-dedans. Quand je vois des gens de gauche qui défendent la gestation pour autrui et ces industries, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui conduisent des femmes à louer leur corps pour que d'autres puissent acheter un enfant, je me demande comment des gens qui viennent de la gauche peuvent défendre cela avec autant d'enthousiasme. Mais je ferme la parenthèse ici. Je termine sur la question du libéralisme et du conservatisme. Moi, je ne me reconnais pas tellement dans le mot de conservateur parce que vouloir être conservateur, c'est une ambition de formol. Enfin, vous voyez, moi, il y a des choses dans ce monde qui me révoltent et que je voudrais changer. Et on s'engage en politique parce qu'on veut aussi faire évoluer les choses dans le sens de ce qui est bon et de ce qui est juste. Je ne me sens pas conservateur au sens où je ne crois pas que c'est parce qu'une chose existe qu'elle a une raison d'exister et qu'il faudrait la maintenir en l'état. C'est très évident. Mais oui, c'est vrai, en revanche, je crois que le travail de la politique ne consiste pas d'abord à transformer la réalité, mais à sauver ce qui, dans la réalité, mérite de l'être, ce qui est la condition de la vie. Je me permets de reconnaître d'ailleurs à cet égard que l'écologie est évidemment un mouvement conservateur, entre guillemets. Il s'agit de préserver les équilibres qui nous précèdent et qu'il nous appartient de transmettre. Je crois que ce qui est vrai de la nature est vrai aussi de la culture, et que la vie suppose, pour l'être humain qui s'accomplit, des conditions culturelles, de civilisation, qui méritent là aussi d'être respectées, qui méritent qu'on reconnaisse que leurs équilibres sont fragiles et qui méritent aussi d'être transmises aux générations qui viennent. Cette vision-là fait que je suis souvent considéré comme un conservateur. Mais je me permets de signaler que c'est bien souvent
la vision partagée par la tradition intellectuelle libérale. Tout dépend de quel libéralisme on parle. Le néolibéralisme des années 70, qui n'insistait que sur la déconstruction des frontières et la déconstruction des barrières et la déconstruction des normes, des limites et du poids de l'État, ce libéralisme-là, oui, effectivement, n'a que peu d'égard pour la préservation des équilibres qui nous précèdent. Mais le libéralisme originaire, celui de Tocqueville, celui même d'Adam Smith en un sens, celui de Hayek, prenez le cas de Friedrich Hayek, grand économiste et grand philosophe aussi. Hayek nous explique par exemple que, au fond, qu'est-ce que c'est que le libéralisme? C'est la reconnaissance de ce que tout ce qui est en ordre dans le monde n'est pas le produit d'un ordre centralisé qui aurait été émis par une autorité instituée. Au fond, la plupart des choses qui sont en ordre se sont mises en ordre d'elles-mêmes. Il y a d'un côté taxis. Taxis, c'est le mot que les Grecs employaient pour désigner l'ordre établi par une volonté centralisatrice. Taxis, c'est par exemple l'ordre de marche, l'ordre que suit une armée en marche quand elle défile, et c'est un ordre qui est institué par une musique militaire. Mais ce que dit Hayek, c'est que c'est très rare en fait de tomber sur ce type d'ordre-là. La plupart des choses qui sont en ordre dans le monde, elles se mettent en ordre d'elles-mêmes. Lorsque vous marchez avec des amis, il n'y a pas quelqu'un qui donne la cadence. Il n'y a pas une musique pour vous dire à quel pas il faut avancer. Et pourtant, quand vous marchez avec des amis, il se fait que vous marchez du même pas. Sans que personne ne l'ait décidé, sans que personne ne l'ait organisé, il y a un ordre spontané. Et cet ordre, c'est celui que les Grecs appelaient cosmos, un ordre qui naît des interactions elles-mêmes entre les choses et les êtres. Eh bien, ce que dit Hayek, c'est qu'il ne faut surtout pas que Taxis déstabilise Cosmos, c'est-à-dire il ne faut surtout pas que l'ordre centralisé qui vient de la décision politique et qui descend vers le réel pense qu'il est le tout de l'ordre et qu'il se mette à défaire un ordre spontané qui s'est progressivement mûri par le jeu des interactions entre les êtres humains. Et d'une certaine manière, rien n'est moins libéral de ce point de vue-là que de prétendre que la décision politique peut décider de ce qu'est, je ne sais pas, la condition humaine, la manière dont les hommes transmettent la vie. L'idée que la décision politique pourrait décider par elle-même de tous les équilibres, y compris de la nature, de la condition humaine, de notre rapport à notre propre expérience et à notre propre vie, cette idée d'une toute-puissance de la décision politique, elle n'est pas du tout libérale, mais pas du tout libérale. Et en un sens, je me sens bien plus fidèle au libéralisme quand j'essaye de lutter contre le caractère démiurgique de ces évolutions sur le terrain de la bioéthique, que bien de ceux qui prétendent défendre la liberté et qui, je termine par où j'avais commencé, ne nous reconnaissent pour commencer jamais vraiment le droit d'être en désaccord avec eux. Un petit mot rapidement pour saluer déjà tous nos auditeurs et nos spectateurs qui sont très nombreux ce soir avec nous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à réagir aux propos de François-Xavier Bellamy. Alors, vous avez dit beaucoup de choses très intéressantes dans votre propos. Je note quand même que vous avez cité Marx, pour ceux qui nous suivent. Très belle citation d'ailleurs par cœur. Vous avez aussi parlé beaucoup du réel, le lien au réel, à la réalité, et en quoi la politique aujourd'hui, de façon générale, n'était plus en fait connectée au réel, et peut-être une des causes de ce désaveu, de ce désamour des citoyens de façon générale à l'égard de l'institution. Un mot peut-être sur l'actualité internationale avec ce qui s'est passé aux États-Unis, Donald Trump, aujourd'hui Joe Biden, nouveau président. On a eu avec Donald Trump une sorte de parenthèse un peu irréelle, quelqu'un qui a créé au final sa propre réalité, cette réalité alternative. Comment vous voyez déjà peut-être un petit mot rapide sur la séquence Trump, et puis aussi peut-être sur la redéfinition potentielle des liens entre les États-Unis et l'Europe. On a vu que les Européens s'étaient félicités peut-être un peu vite quoi, de l'élection de Joe Biden. Est-ce qu'au final, c'est l'occasion de nouvelles relations? Est-ce qu'on reste sur la même ligne? Comment vous voyez cette séquence des rapports entre l'Europe et les États-Unis, le plus ancien, le plus fidèle, en tout cas le plus ancien des alliés, à défaut d'être le plus fidèle? C'est très important, vous avez raison de le rappeler. Les États-Unis sont l'allié historique de l'Union européenne, de l'Europe, pardon, et des pays européens. Et moi, je suis assez frappé de ce que bien souvent, dans les discussions géopolitiques un peu approximatives,
Je le faisais d'ailleurs moi-même tout à l'heure et je présente mes excuses pour ça. Mais oui, je disais que l'Europe est devant le défi de la montée des grands blocs, et c'est vrai, et notamment de ces tensions qui grandissent entre la Chine et les États-Unis. Et on a souvent l'habitude d'employer cette expression, l'Europe face à la Chine et les États-Unis, comme si on pouvait mettre les deux sur le même plan. Mais non, les États-Unis sont un allié, les États-Unis sont une grande nation démocratique, la Chine, au contraire, est évidemment un concurrent, y compris sur le plan du modèle politique qu'elle prétend incarner. Et là, nous avons ici, je ne dis pas qu'il faut évidemment déclarer la guerre à la Chine, ça n'aurait pas de sens, mais nous devons regarder la Chine comme un compétiteur, y compris du point de vue de nos principes fondamentaux. Et je crois que l'enjeu est évidemment fondamental. Sur la question de l'évolution de la relation transatlantique, j'en parlerai bien moins bien que mon collègue Arnaud Danjean, qui est député européen dans notre délégation du PPE et qui est un très grand connaisseur des questions de relations internationales. Je ne peux que vous recommander de lire les réflexions qu'il a partagées dans le journal L'Opinion tout récemment sur ce sujet. Ce qu'il dit très bien et ce que nous percevons ici au Parlement européen, c'est qu'il y a au fond une forme de risque pour l'Europe dans la manière dont elle prendra l'élection de Joe Biden. Quand Donald Trump était président des États-Unis, beaucoup de pays européens ont éprouvé une forme d'inquiétude à l'idée que le grand frère américain n'était pas aussi prévisible qu'on pouvait le penser. Et notamment qu'on ne pouvait pas se contenter de se mettre sous son aile quand il s'agissait de notre sécurité et de notre défense. La décision de Donald Trump de retirer de manière unilatérale et non concertée ses forces armées de Syrie, puis la décision du même président de retirer 6 000 soldats d'Allemagne, a été un électrochoc. L'idée, au fond, que pour beaucoup de pays européens, vous le savez, sont très éloignés du modèle français en matière de défense, n'ont pas réellement d'armées, de forces armées susceptibles d'intervenir de manière proactive et se reposent pour leur protection de manière totalement explicite sur l'Alliance Atlantique et le bouclier américain, d'une certaine manière. Là, d'un seul coup, on a eu le sentiment que les Américains n'étaient peut-être pas là pour toujours et qu'on ne pouvait pas forcément garder l'assurance définitive de leur présence à nos côtés. Et j'allais dire que d'une certaine manière, paradoxalement, Trump a été une très grande chance pour l'Union européenne parce que, en tous les cas, pour faire avancer des projets concrets européens en matière de défense et de sécurité, pour faire avancer la conscience que les Européens devaient retrouver de la nécessité de construire leur autonomie stratégique dans des filières fondamentales pour leur avenir, eh bien, le caractère très, très, très imprévisible des agissements de Donald Trump et puis sa volonté d'affirmer partout que America First a beaucoup aidé, au fond, à faire progresser chez les pays européens la nécessité de ce travail prioritaire. Le grand risque, c'est qu'avec l'élection de Joe Biden, les pays européens, beaucoup de pays européens se disent, ah ben voilà, on est revenu d'une certaine manière à business as usual, on est revenu à une relation d'alliance paisible et tranquille, et on peut désormais se rendormir sereinement sur nos deux oreilles, puisque nous pouvons de nouveau compter sur un allié américain fiable à nos côtés. Or, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas parce que les États-Unis sont marqués par des tendances de fond, une tendance isolationniste qui, nous le savons, est consubstantielle à leur histoire, et qui se manifeste maintenant depuis Barack Obama. Ça n'est pas nouveau. Donald Trump n'était pas le premier à affirmer que l'Amérique devait commencer par défendre ses propres intérêts. Ça n'est pas le cas non plus parce que nous voyons bien que la logique de puissance américaine continuera de faire prévaloir les intérêts de l'économie américaine, par exemple, sur nos relations avec les Américains. On va le voir, par exemple, dans la position que l'administration Biden prendra sur la question des taxes qui pèsent aujourd'hui sur un certain nombre de secteurs économiques en Europe, notamment en France. Je pense, par exemple, aux taxes sur les vins, qui coûtent très cher au secteur du vin européen et qui, en particulier pour la France, représentent une véritable punition sur nos exportations. Je crois que malheureusement, on n'aura pas de changement de fond sur ces sujets aujourd'hui, et pourtant on en aurait évidemment bien besoin. Si nous voulons être respectés par nos amis américains, il faut aussi que nous assumions de défendre nos intérêts et que nous construisions l'autonomie stratégique qui nous permettra d'y parvenir. Je ne crois pas du tout à la souveraineté européenne,
Et je pense que sur les questions de défense, de sécurité, j'étais rapporteur, je termine par là, par exemple, sur le Fonds européen de défense pour notre groupe. Le Fonds européen de défense, c'est une première dans l'histoire européenne. Pour la première fois, les pays européens vont financer ensemble des projets de recherche et de développement dans l'industrie de la défense, le but étant de pouvoir se passer des matériels américains qui aujourd'hui, vous le savez, sont soumis à la loi américaine. Quand vous avez des composants américains dans un matériel, vous ne pouvez pas engager ce matériel sur le plan opérationnel comme vous le voudriez. Vous ne pouvez pas non plus l'exporter comme vous le voulez. Et l'exportation, évidemment, a une dimension géostratégique majeure. Donc, il faut qu'on sorte de cette espèce de paralysie. Rendez-vous compte que quand la France a décidé d'intervenir au Mali, il y a un certain nombre d'équipements qu'elle n'a pas pu utiliser parce qu'il fallait 2 mois de procédure auprès des Américains pour leur demander l'autorisation d'utiliser ces matériels sur le terrain au Mali. Quand on décide d'une opération en 48 heures, on n'a pas le temps de remplir des formulaires. Et donc, il faut qu'on arrive à sortir de cette situation et construire notre autonomie stratégique ensemble en Europe. Ça a vraiment un sens. Et je crois que c'est vraiment fondamental, quelle que soit l'évolution politique américaine, de garder ce cap pour l'Europe. Pour rebondir un petit peu sur le sujet américain, il y a un autre sujet au niveau européen qui vous a beaucoup occupé ces derniers mois, c'est évidemment le Brexit, notamment travailler sur le sujet de la pêche qui était crucial dans ces négociations. Quel regard est-ce que vous portez sur le Brexit, vous qui avez quand même un regard un peu plus, on va dire, engagé sur les questions de souveraineté? Est-ce que vous le voyez d'un bon œil, on va dire, pour les Britanniques qui retrouvent cette souveraineté dans un certain nombre de sujets? Est-ce que vous voyez d'un œil plus sceptique? Et qu'est-ce que vous pensez aussi du deal qui a été négocié par Michel Barnier avec les Britanniques? D'abord, comme vous le disiez, je crois effectivement à la souveraineté. Donc, je n'ai... Pas européenne. Comment? Et pas européenne, souveraineté nationale. Oui, je crois à la souveraineté démocratique des États membres de l'Union européenne. Et de ce point de vue-là, je n'ai sur le Brexit à dire que le fait que le choix du peuple britannique me semble devoir être respecté. En tous les cas, je ne comprends pas une seconde, le discours très agressif qui a été tenu par beaucoup de responsables politiques français en particulier sur le choix des Britanniques, comme si le vote de ce pays était un choix immature, stupide, à contresens de l'histoire, inspiré par de purs mensonges. Oui, il y a certainement eu des mensonges dans la campagne du Brexit, dans un camp comme dans l'autre d'ailleurs, parce que malheureusement, c'est le lot de toutes les campagnes électorales. Ça n'enlève rien au fait que les Britanniques ont fait leur choix, et ce choix me paraît devoir être respecté. Et surtout, je ne partageais pas du tout le sentiment de ceux qui considéraient qu'il fallait d'une certaine manière punir les Britanniques d'avoir choisi de quitter l'Union européenne. Je veux dire par là, comment l'Europe peut-elle penser qu'elle deviendra plus désirable quand elle aura fait la démonstration que ceux qui partent sont sanctionnés? C'est une logique de prison. Et il n'y a absolument aucune espèce d'enthousiasme à se trouver en prison. Je veux dire par là que si vous êtes en train de dîner chez des amis, la soirée la plus sympathique peut très vite devenir angoissante si on vous affirme que la porte est fermée et que vous ne sortirez de là qu'à vos risques et périls. Donc, je crois qu'au contraire, l'honneur de l'Europe se doit être de souhaiter aux Britanniques le meilleur pour leur avenir et de prendre au sérieux ce qu'ils ont dit à travers le vote qu'ils ont fait. Si les Britanniques ont choisi de quitter l'Union européenne, certainement, encore une fois, y a-t-il eu là-dedans des excès, des exagérations et même peut-être des mensonges? Ça n'enlève rien au fait que pour qu'une majorité des Britanniques votent pour sortir de l'Union européenne, c'est que la défiance envers l'Union européenne était très grande. Et cette défiance-là, ne nous voilons pas la face, nous la sentons aussi, bien sûr, en France, comme dans bien d'autres pays européens. La vraie question qui se pose, encore une fois, je le redis, ça n'est pas de dire du mal de ceux qui doutent, mais c'est de leur donner des raisons d'avoir confiance à nouveau. La seule chose qu'il faut faire maintenant, c'est, en prenant au sérieux ce que les Britanniques ont exprimé, de chercher à réorienter l'Europe pour qu'elle puisse de nouveau faire la preuve de son efficacité et pour qu'elle puisse de nouveau faire envie. Et que demain, les Britanniques, pourquoi pas, même aient envie de revenir dans l'Union européenne. C'est ça qui compte. Imaginez que vous êtes le patron d'un restaurant et que vos clients décident de claquer la porte parce qu'ils trouvent que les plats sont mauvais. Si vous êtes un bon patron de restaurant, vous vous demandez comment vous pouvez améliorer vos recettes de cuisine et vous n'insultez pas le client qui est parti avant la fin de son dîner. Et c'est comme ça que vous allez remplir de nouveau votre restaurant. Donc, je pense que
c'est la seule chose que j'ai à dire, si vous voulez, sur le choix des Britanniques. La seule chose qui compte, c'est d'entendre ce qu'ils ont à nous dire et de réorienter nos politiques en conséquence. Mais est-ce qu'on a besoin encore de remplir le restaurant? C'est ça aussi la question. Est-ce que le fait d'avoir un retrait, typiquement, ça ne peut pas permettre aussi de solidifier l'existant avec les pays qui sont déjà là, comme dans un cadre d'ordination, par exemple? Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et d'ailleurs, je crois que une partie de l'échec de l'Europe ou de la situation difficile dans laquelle elle est aujourd'hui, c'est que nous avons procédé au cours des dernières décennies à un élargissement trop rapide, mal concerté, mal maîtrisé et dont les effets n'avaient pas été anticipés. Et cet élargissement, aujourd'hui, a créé un espace européen qui est trop disharmonieux, trop déséquilibré, un processus de discussion et de décision qui est trop complexe et bien souvent trop empêché. Et tout cela est le résultat de cet élargissement trop rapide. Donc je crois qu'il faut absolument mettre fin à ce processus d'élargissement. Et je reproche d'ailleurs, on parlait de la campagne européenne tout à l'heure, je reproche au gouvernement d'avoir tenu un double discours particulièrement scandaleux sur ce sujet, parce que pendant toute la campagne européenne, En Marche affirmait qu'il dirait non à tous les élargissements futurs, et la campagne terminée, le gouvernement a validé le début des négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine du Nord, ce qui, je crois, a été vraiment d'une mauvaise foi particulièrement scandaleuse à l'égard des citoyens français. Mais ça, c'est une parenthèse que je referme. Vous avez raison, le but n'est pas de remplir le restaurant, mais le but, c'est d'éviter quand même que de nouveaux clients s'échappent en courant. Ou en tous les cas, si on veut l'éviter, et je crois que c'est ce que disent beaucoup de responsables européens aujourd'hui, si on veut éviter qu'il y ait de nouveaux Brexit, alors le seul sujet, c'est de réussir à reconstruire une Europe qui puisse mériter confiance et qui puisse donner confiance aux citoyens des pays européens en faisant la preuve qu'elle peut être efficace et renforcer leur souveraineté, alors qu'elle est aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, le signe d'une forme de dilution, de perte de capacité de maîtriser leur destin. Et c'est ça qui est en jeu, je crois, fondamentalement. La question migratoire, par exemple, a été centrale dans le Brexit. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui pour faire en sorte que l'Europe puisse maîtriser ses frontières et pour qu'elle aide tous les États membres, y compris les plus exposés, les plus vulnérables, à maîtriser ensemble leurs frontières, qui sont aussi d'une certaine manière les nôtres. Voilà, cette question, elle est devant nous aujourd'hui. Il faut qu'on puisse la traiter. Si on n'arrive pas à trouver des réponses efficaces sur ces sujets-là, alors il y aura d'autres Brexit et il ne servira à rien de le déplorer. Pour aborder un peu un autre sujet qu'on n'a pas trop évoqué, vous avez déjà parlé de philosophie, donc en tout cas c'est assez normal en tout cas que vous évoquiez le sujet. Vous aimez souvent citer la phrase de Bergson, il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action, pour un petit peu justement concilier votre approche de professeur de philosophie et d'acteur politique. Aujourd'hui, on a un peu l'impression que la droite, sans vouloir vous résumer à un camp politique bien sûr, mais la droite, dont vous êtes quand même un représentant, est un peu en manque d'idées. C'est un peu le sentiment qu'on a, sans dire que les autres partis ont beaucoup d'autres idées, hein, bien sûr, mais on sent qu'il y a peut-être un manque d'idées un peu sur tout le front politique. Comment est-ce que justement la droite, mais même un petit peu la politique en général, pourrait justement revivifier son corps idéologique et un petit peu trancher justement, et justement mettre un peu plus de pensée dans l'action? Voilà, c'est ma question en fait. Vous avez totalement raison de le dire, on a un vrai travail intellectuel à faire, un travail de fond pour réussir à retrouver une vision du monde cohérente, à retrouver aussi les mots pour la dire, parce que je pense qu'il y a un grand enjeu de renouvellement du vocabulaire. Au fond, moi, je suis frappé de ce que bien souvent les responsables politiques aujourd'hui répètent ce qu'ils ont dit depuis 30 ans. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à s'inscrire dans une tradition, dans un héritage, c'est fondamental, mais en même temps à trouver les mots pour parler à notre époque et à notre génération, si je peux encore me permettre de dire notre génération. Je pense qu'on n'est pas très éloigné, on n'est pas si éloigné en âge. Mais je crois que le point fondamental de votre question, c'est ce que vous avez dit en affirmant que les autres partis politiques étaient dans une situation approchante. Je ne crois pas, malheureusement, que la droite soit la seule famille politique dans notre débat public à avoir du mal à se renouveler sur le plan des idées. Je pense qu'on est aujourd'hui dans une forme de dévitalisation de la nécessaire pluralité de la vie démocratique. Moi, j'ai jamais cru, si vous voulez, à la fin des clivages, jamais. C'est ce qui m'a toujours laissé sceptique à l'égard du projet d'En Marche. J'ai jamais cru au en même temps. Je pense que la politique, si vous voulez, c'est pas du en même temps. C'est comme la vie, comme le dit Kierkegaard, la politique, c'est ou bien ou bien. Il faut faire des choix. Et le propre de la démocratie, c'est qu'elle nous place devant des décisions
à la fois nécessaire et compliqué, parce que ça n'est pas si simple que ça, au fond, de faire avec le clair-obscur du réel. Comment est-ce qu'on va désendetter la France? Ce n'est pas évident. Et donc, il est normal et naturel et même nécessaire pour nos libertés que plusieurs familles politiques se structurent pour offrir un choix aux Français. Et que certains disent, eh bien, la dette, on va s'en sortir en l'annulant. Et d'autres disent, la dette, on va s'en sortir en se donnant les moyens de la rembourser. C'est normal, voilà, ça fait partie de la vie démocratique. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de revitaliser le débat de fond, parce que c'est sa profonde dévitalisation qui a permis à En Marche de faire rêver aux Français d'une forme de dépassement des clivages. Au fond, En Marche a gagné parce que les Français avaient le sentiment que la gauche et la droite, finalement, c'était la même chose et qu'il n'y avait pas tellement de différence. Et quand ils ont eu ce sentiment très largement partagé, que l'alternance n'était qu'une absence d'alternative, eh bien, ils ont déserté les partis traditionnels. Et c'est ce qui est arrivé aussi bien d'ailleurs au PS qu'à l'UMP, devenus les Républicains, qui ne sont plus aujourd'hui les partis de masse qu'ils ont été dans le passé. Donc oui, on a un défi de fond, et ce défi, il est fondamental. Il est vrai en France, il est vrai aussi dans le monde occidental et en Europe en particulier. Alors comment s'y prendre? Je crois qu'on fait déjà ce travail-là au sein de notre famille politique. On essaye de creuser ce sillon, et c'est fondamental, bien sûr. Et moi, je tente d'y contribuer à ma mesure parmi bien d'autres collègues. On a créé, par exemple, sur l'Europe, avec le président de notre famille politique, un forum pour travailler ensemble sur ces questions qu'on a évoquées depuis le début de notre rencontre et essayer justement de les mettre en débat pour identifier des angles un peu novateurs et une manière plus imaginative de parler de ces sujets. Ça, c'est effectivement un travail de fond. Et puis, c'est un travail que je mène aussi au plan européen. Parce que c'est intéressant de voir que cette question, on la rencontre aussi en Europe. Finalement, quand vous regardez la scène européenne, vous voyez que les partis traditionnels, et en particulier les partis de droite, sont en difficulté dans beaucoup d'États, parmi d'ailleurs les États membres fondateurs de l'Union européenne. Prenez l'Italie, prenez l'Espagne. Au fond, les partis politiques de droite sont un peu dans la même situation que la droite française aujourd'hui. Et donc, on s'est mis autour d'une table et on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse un travail stratégique sur ce sujet. Et le président de notre groupe politique, le président de notre groupe parlementaire ici, puis tout le groupe parlementaire m'ont confié la mission de travailler sur le fond pour écrire un texte qui puisse exprimer l'identité politique de la droite aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire être de droite? Qu'est-ce qu'on a à dire à notre époque? Je crois qu'être de droite, moi je suis prof de philo, vous voyez, j'ai jamais cru qu'être de droite c'était juste être pro-business. Je pense qu'être de droite, ça veut dire une vision du monde. Ça veut dire effectivement s'inscrire justement dans cette nécessaire permanence, dans en tous les cas, cette préoccupation pour la transmission. C'est ce qui avait fait mon engagement comme prof, c'est ce qui fait aussi mon engagement politique, cette volonté de la transmission qui est au cœur du défi écologique et de la conscience écologique, et qui d'ailleurs, je crois, encore une fois, je le redis, doit être au cœur aussi de la vision de la droite. Et donc, j'ai travaillé avec tous nos collègues, avec des collègues, notamment des jeunes collègues de plusieurs pays européens, pour écrire un texte que nous avons partagé avec notre groupe et qui vient d'être adopté. Donc, vous voyez, c'est ce travail de fond qui me paraît devoir être mené. Alors, ça n'est qu'une pierre à l'édifice, il en faudra bien d'autres. Et si d'ailleurs, parmi tous ceux qui nous écoutent, certains veulent y contribuer, que vous soyez encarté ou non, que vous l'ayez été dans votre histoire ou jamais, mais surtout, n'hésitez pas, on sera toujours très heureux de recevoir vos contributions et d'essayer de revitaliser le débat démocratique avec des idées nouvelles et en même temps une constance et une fidélité dont on a aussi besoin. Nous, on essaye de revitaliser le débat à notre échelle et on le fait ce soir avec vous. Alors, on salue tous ceux qui sont avec nous ce soir. On les invite à partager, à s'abonner et à réagir aux propos de notre intervenant. Moi, j'ai envie de rebondir sur ce que vous dites sur la droite. Au final, on peut aussi avoir le même constat à gauche, une sorte de confusion, perte de repères. On voit qu'il y a beaucoup de candidats. On pourra en parler après, pas de façon détaillée, mais en tout cas aborder la question rapidement. Mais vous avez dit ce qu'est être de droite aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, Macron est de droite? Puisqu'on a l'impression que pour une grande partie de votre électorat, l'électorat des Républicains, l'électorat de la droite modérée, la droite de gouvernement, aujourd'hui, le candidat, en tout cas la figure de droite, c'est Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, dans son gouvernement, il y a des personnes qui viennent de la droite républicaine, qui ont des positions de plus en plus à droite, mais c'est un constat qui est partagé par beaucoup de marcheurs. Est-ce que ce n'est pas ça le risque, justement, pour vous? C'est que, en fait, Macron, en tout cas, sa structure politique, En Marche ou la future structure à venir, en fait, vous remplace en tant que droite de gouvernement
et que vous vous retrouviez aux marges de cette droite comme des petits partis aujourd'hui souverainistes ou des petits partis le Parti chrétien-démocrate pendant longtemps, avec les Républicains ou l'UMP. Est-ce que ce n'est pas ça le risque aujourd'hui pour la droite? Ce n'est pas le manque d'idées, c'est Macron en fait le problème. On a l'impression que c'est quelque chose qui est ressorti des discussions qu'on a pu avoir dans les différentes émissions, et effectivement on a l'impression qu'il y a eu un en même temps, et aujourd'hui on est plus à droite qu'à gauche, parce que l'impression que l'électorat est plus de droite que de gauche. Votre avis là-dessus peut-être? En fait, moi, je suis assez fasciné de ce que, effectivement, nos représentations politiques se contentent souvent de la superficie et de la communication et ne se confrontent que très rarement à la réalité concrète de l'action et du réel. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a fait qu'il soit de droite? Alors, bien sûr, il a dit des choses. Il a dit le pognon de dingue, il a dit il suffit de traverser la rue. Maintenant, il parle de souveraineté nationale. D'une certaine manière, d'ailleurs, tout cela est très caricatural et ne représente absolument pas ce que je crois être de droite. Enfin, vous voyez, j'ai beau n'avoir jamais cru que j'étais de gauche, je crois pourtant profondément à la solidarité nationale et je ne crois pas qu'on puisse euh, mépriser l'idéal d'une forme de solidarité sociale avec des mots aussi triviaux. J'ai beau être de droite, j'ai été président pendant des années de la mission locale de ma ville et de mon intercommunalité, et j'ai bien vu que quand on est aujourd'hui un jeune de 20 ans, qu'on est en plus malheureusement la victime de l'échec de notre système scolaire aujourd'hui, il ne suffit pas toujours de trouver la rue pour trouver du travail. Non, ça n'est pas vrai. Donc, je crois que c'est des clins d'œil de communication à des classes électorales complaisamment relayées par des médias qui s'intéressent beaucoup justement à l'anecdote et à la surface. Mais quand on regarde dans la réalité concrète de l'action, je ne vois pas ce qui fait qu'Emmanuel Macron pourrait être identifié à la philosophie politique, à la vision politique de la droite. Alors, vous allez me dire, bon, il y a l'ISF, voilà, l'ISF qui d'ailleurs n'a pas été supprimé, qui a été remplacé par l'IFI, impôt sur la fortune immobilière, ce qui est une manière, là encore, pour moi qui ai travaillé sur la demeure, de montrer qu'au fond, la seule hantise d'Emmanuel Macron, c'est ce qui est immobile, que ce qui compte, c'est la fortune liquide, c'est le monde liquide, comme disait Zygmunt Bauman. Non, dans le bilan d'Emmanuel Macron, je ne vois vraiment pas ce par quoi on pourrait le rattacher d'une manière ou d'une autre à ce qui me fait être de droite, ce qui me convainc de m'engager dans cette famille politique. Alors, oui, vous avez raison, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un problème pour la droite que de devoir faire avec les artifices de communication qui sont déployés en permanence. Moi, je crois qu'à la fin, le réel aura raison et la résistance du réel finira par faire en sorte que les faux semblants disparaissent. Je terminerai juste, et après je serai obligé de vous quitter, je suis vraiment désolé, mais je terminerai juste d'un mot en disant que cette réflexion, elle me conduit surtout à m'inquiéter pour la situation de notre vie démocratique. Parce que ce qui compte, c'est d'aller au fond des choses, de rentrer dans le fond des sujets, de s'intéresser au contenu et au concret. Et si j'avais une seule intuition à partager avec vous, c'est que je crois que nous avons besoin de manière urgente de nous concentrer de nouveau sur la consistance des réalités auxquelles nous devons faire face. Je suis fasciné de voir à quel point notre vie démocratique est aujourd'hui saturée par la surface et étrangère à la profondeur. Et c'est dramatique. Prenez tous les sujets les plus structurants, les plus importants, les plus décisifs pour notre avenir. Avec ce même collègue de la France Insoumise, on partageait cette réflexion tout à l'heure. Au fond, on a du mal à intéresser nos concitoyens. On a même du mal à intéresser les médias à des décisions qui sont pourtant d'une importance majeure pour le demi-siècle qui vient. Vous pouvez vous concentrer à fond sur un sujet décisif. À la fin, la petite phrase qui fait polémique, le petit buzz du moment aura toujours plus de poids que des sujets très structurants. Et ça, c'est, je crois, extrêmement inquiétant. Si Emmanuel Macron est réputé être de droite aujourd'hui, c'est en particulier à cause de postures de communication. C'est très éloigné d'une réalité concrète et les faits. Je ne vois pas ce qui... Vous voyez, chez quelqu'un qui pouvait voter pour François Fillon en 2017, je ne vois vraiment pas ce qui pourrait le convaincre qu'Emmanuel Macron, dans le contenu de la politique menée, serait réellement de droite. Mais rien, je ne vois vraiment rien pour ça. En revanche, c'est vrai, je vois très bien à quel point nous sommes un peu prisonniers d'un système de représentation politique qui est finalement
toujours piégés par l'art de la communication. La philosophie est née au IVe siècle grec comme une réaction au développement de la sophistique, qui était ce qu'on pourrait appeler l'art des éléments de langage, comme on dirait aujourd'hui. Je pense qu'on a besoin d'être aujourd'hui encore un peu moins communicant et un peu plus capable de penser, un peu moins dans les messages médiatiques et un peu plus dans la réalité du concret. Et je pense qu'on a besoin, d'une certaine manière, de rompre une nouvelle fois avec la sophistique pour redevenir vraiment philosophe, c'est-à-dire des chercheurs de vérité. Et c'est ce que vous permettez grâce à ces échanges et à ces rendez-vous en ligne. Donc, merci encore de faire vivre cet esprit de conversation qui est tellement nécessaire au renouveau profond dont notre vie démocratique a tellement besoin aujourd'hui. On t'entend pas, Majou, mais merci. Non, je veux dire, merci à vous d'avoir accepté, d'avoir partagé ce moment avec Merci nous. C'était vraiment beaucoup, très intéressant et on a eu beaucoup de réactions très positives sur ce que vous avez dit. Alors, d'accord ou pas d'accord, peu importe, mais en tout cas, le ton était très intéressant. Moi, je tenais à vous remercier. Nathan, peut-être un petit mot pour conclure. Merci beaucoup à Monsieur Bellamy. J'espère que les questions aussi ont pas intéressantes. L'idée, en tout cas, dans le temps qui nous est permis, c'était de lui permettre de s'exprimer sur des sujets riches et justement, je crois, de trouver un petit peu ce sens de la nuance et un petit peu voilà, de pouvoir apporter ce regard un peu différent par rapport aux médias traditionnels où souvent on est dans le commentaire du buzz. On ne peut pas justement développer de pensée construite et surtout sur des sujets qui sont pourtant cruciaux pour les citoyens. Donc j'espère qu'en tout cas, c'est ce que vous avez le sentiment de pouvoir exprimer clairement ce soir. Et on espère bientôt vous revoir dans vos conférences de philosophie qui sont toujours passionnantes, en tout cas, si les conditions sanitaires le permettent. Mais merci beaucoup, en tout cas, pour accepter l'invitation. Merci à vous. Merci à vous encore. Je suis au Parlement et je suis obligé de vous quitter. Je suis déjà un peu en retard, mais merci encore pour cet échange. On y va. Et puis bravo pour ce que vous faites et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci aux spectateurs aussi. À très bientôt les amis. Bonne soirée.